Voilà, bonsoir. Donc, merci de nous rejoindre, soit en direct, soit en différé, peut-être sur cette plateforme, peut-être sur YouTube ou plus tard. Donc, je suis ici avec Caroline Ebel. Moi-même, je suis Jannick Dumay. Donc, peut-être je vais me présenter rapidement et puis expliquer dans quel cadre j'ai invité Caroline à nous parler ce soir. Donc, je m'appelle Jannick Dumay, voilà. Pour faire court, et la raison en fait qui nous réunit quand même, c'est parce que ben voilà, mon fils aîné est mort en août 2020, ça fait 2 ans et demi, un peu plus. Et depuis, mon sujet favori, c'est la mort. Alors, quand je dis que mon sujet favori est la mort, et justement quand je t'ai invité à parler, je dis en fait parler de la mort, ce n'est pas mortel. Mon sujet favori jusque-là, c'était plutôt la vie. Et en fait, ça reste la vie, mais en parlant de la mort, et en parlant de la mort, c'est aussi parler de la vie. Donc, Caroline, ça fait, je ne sais pas, depuis le début de l'année, je crois, 2022, que je t'ai un peu croisée sur les réseaux, on s'est croisés. Et puis, donc, je te suivais un petit peu. Et puis, un jour, j'ai aperçu une de tes publications où tu as parlé de la mort de ton frère. Et du coup, j'ai osé t'aborder à ce sujet-là parce que ce que tu avais écrit, je ne l'ai pas retrouvé malheureusement, mais voilà, comme tu vas nous parler, c'est OK. Ce que tu as écrit m'a beaucoup touchée. Mais peut-être d'abord, avant qu'on parle, on va dire, de nos deuils, de nos décès, peut-être tu vas te présenter en quelques mots. Je te laisse la parole. Absolument. Bonsoir à tous et merci de partager ce moment avec moi pour toi, Jannick. Alors, moi, je suis coach en évolution personnelle et professionnelle. Donc, j'ai une casquette de formatrice en management commercial et développement personnel. Et puis, j'accompagne les gens aussi en individuel sur un travail plus personnel, comme des deuils, du transgénérationnel, voilà, des choses plus intimes qui nous permettent d'aller vers l'épanouissement dans les différents domaines de notre vie, en fait, tout simplement. En 2 mots, c'est pas mal, je crois. Oui, voilà, 2 mots, c'est pas mal. Donc, peut-être que tu vas nous redonner le contexte et puis, voilà, on partagera aussi des choses, on va dire qu'on a des points communs qu'on a trouvés. C'est vrai que moi, en tant que mère, je suis toujours curieuse. J'ai 2 autres enfants aussi. Donc, mon fils avait 28 ans. Et donc, son frère et sa sœur, à l'époque, avaient 26 et 22. Donc, ce sont des jeunes adultes, on va dire. En tout cas, ce sont des adultes, parce que pour vivre ce qu'ils ont vécu, on tombe très vite dans le monde adulte. Et je suis curieuse aussi toujours de rencontrer en fait des frères et sœurs, de voir comment ça se passe pour eux, d'avoir l'autre perspective, parce que souvent, on ramène beaucoup la douleur des parents. Et voilà, donc c'est comme ça, peut-être que tu vas redonner le contexte, tu vas reparler peut-être de ton frère, quel âge il avait, quel âge tu avais toi. Voilà, je te laisse. Oui, du coup, on repart quasi 11 ans en arrière, puisque c'est arrivé en septembre 2011. Moi, j'avais 26 ans et mon frère était à 2 mois d'avoir 20 ans. D'accord. Oui, je me souviens, j'avais noté l'âge. Ouais. Donc voilà pour le contexte. Et bizarrement, il n'avait pas prévu de les fêter dans le sens où il avait une grande bande d'amis. Mais je me souviens encore que je lui demandais, je lui disais, il faudrait peut-être que tu y penses si tu veux réserver une salle, etc. Mais c'était pas prévu au programme, bizarrement. Donc voilà. Donc, je sais pas, oui, Oui, non, mais voilà. Et alors, par contre, la dernière fois, quand on a parlé avant, parce qu'en fait, bon, voilà, l'idée d'inviter Caroline, c'est aussi de nous permettre d'avoir ces conversations en public, parce qu'on a une conversation entre nous deux, et c'était vraiment très riche. Et pour moi, l'idée, c'est de pouvoir partager, de montrer aux autres comment ça peut se passer, puisqu'effectivement, on peut appeler ça, on va dire, des morts précoces. Et qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut se passer après? Alors, moi, il y a une chose qui m'a frappée quand on avait discuté, tu m'avais dit que tu l'avais en fait senti quelques jours avant, en fait. Alors, c'était quelques semaines, en fait, avant, parce que, en fait, à cette époque-là, moi, je quittais le nid familial, en fait, et je prenais mon indépendance. Et puis, il m'avait dit, en fait, qu'il allait m'aider pour une partie de mon déménagement. Et il ne l'a pas vraiment fait à ce moment-là. Et je me suis entendue dire à ma mère, de toute façon, il ne viendra jamais me voir et je vais perdre mon frère. Et j'ai pas noté l'ampleur effectivement des mots à ce moment-là. Et moi, j'avais une angoisse que effectivement on puisse par la suite ne plus être proche comme on pouvait l'être, parce que je voyais même dans la famille des frères et sœurs qui sont pas forcément très proches. Et ça, c'est ça qui m'inquiétait.
Et je sais aussi que j'avais fait un rêve, je peux t'interrompre juste en fait quand tu as dit cette phrase, d'abord je dis bonsoir à Fanny, puis j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes, donc bonsoir, si vous arrivez, vous pouvez aussi poser vos questions. Quand tu as dit cette phrase-là, je vais perdre mon frère, c'était vraiment dans le sens, il y a Laurence qui est là, bonsoir Laurence, c'est vraiment dans le sens, je pars de la maison, donc je vais perdre mon frère, on va s'éloigner. Tu avais pas, quand tu as dit ce mot-là, tu n'entendais pas du tout la mort. Non, non, non. Mais quand même, il y avait voilà, cette notion de on va être Il y avait séparés. ça, puis il y avait un rêve aussi où je m'étais dit, si mon frère décède, je récupérerais bien sa télé. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, parce qu'en plus, je ne l'ai jamais récupérée, hein, sa télé, mais je sais qu'après, je l'avais abordée par la suite en me disant, mais qu'est-ce qui fait que j'ai pensé ça? Puis je l'avais travaillé du coup dans mon processus thérapeutique. Et qu'est-ce qu'il y avait encore qui était... en fait, ce qui était bizarre aussi, c'est que 15 jours avant l'accident, un samedi soir, il a pris le temps de manger avec moi au restaurant alors qu'il avait je ne sais pas combien de propositions de soirée. Et là, il avait pris le temps. Puis j'étais moi-même étonnée de me dire, tiens, il prend du temps pour sa grande sœur. Et puis je le taquinais un peu avec ça. Et donc, c'est vrai que c'était étonnant. Et ce que je me souviens, en fait, de cette soirée, c'était vraiment la présence de qualité, pas forcément tous les mots. Et je me souviens qu'il y avait aussi des silences, mais des silences dans la présence. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, c'était après coup, je me disais, c'était peut-être comme un au revoir, en fait, de prendre un temps aussi... voilà, oui, comme pour profiter encore d'être ensemble, alors que c'était pas trop dans ses habitudes. Il était plutôt du genre overbooké avec ses potes. En plus, il était militaire, donc il partait la semaine, il n'était pas là. Et les week-ends, c'était avec ses copains, quoi. Donc la famille, c'était pas trop sa priorité, en fait, du coup. Oui, à 20 ans, voilà, il avait pas mal d'autres choses. Voilà. Donc, c'était suffisamment inhabituel Ouais, pour ça que tu m'avait puisses marqué. le reconnaître. Bonsoir Ludovic, il y a Ludovic aussi qui est là. C'était suffisamment inhabituel pour que tu le perçoives après comme des signes prémonitoires, mais sur le coup, pas forcément, pas du tout. Ça m'interpellait, mais sans pouvoir y mettre des mots. Je sais que ma mère, par exemple, elle avait fait des cauchemars 2 semaines avant aussi. Elle rêvait que du noir. Et moi, je sais que je me sentais un peu triste, mais sans savoir pourquoi. D'accord. Donc, voilà, il y avait des choses comme ça, mais on ne pouvait pas forcément poser des mots ou des explications. C'est plutôt après coup que tu refais des liens, en fait. Hein. Ouais. Et quand tu dis après coup, est-ce que c'est tout de suite ou c'est plus longtemps après? Est-ce que c'est immédiat, là, tout de suite? Ah, mais en fait, je le savais, ou ça... Bon, il y a d'abord le choc un peu, parce que comme tu dis que c'était un accident, ça a été quand même brutal. Ouais, ça reste brutal et ça reste quand même de l'ordre de l'inimaginable, même si effectivement, peut-être que... Alors moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'inconscient et je pense que l'inconscient a peut-être déjà certaines infos et que justement, ce genre de situation peut nous permettre peut-être nous préparer à un certain niveau de l'inconscient, mais qu'après, c'est pas tout de suite, non, parce que sur le moment, c'était beaucoup trop. C'est venu un peu plus tard, après, en discutant, même avec la famille, chacun repartager les derniers souvenirs avec lui, ce genre de choses. Donc, du coup, parce que c'est vrai que les 6 derniers mois, comme il était rentré à l'armée, il était très occupé. Donc, finalement, on avait tous des souvenirs assez précis de ce qu'on a pu vivre avec lui les derniers temps, en fait. Et quand tu parles de l'inconscient, voilà, est-ce qu'à cette époque-là, tu étais déjà où tu en es maintenant par rapport à la conscience, ou est-ce que cette mort t'a amené vers un chemin? Est-ce qu'à cette époque, tu faisais déjà le métier que tu fais ou pas encore? Je commençais. D'accord, donc tu étais déjà quand même un peu sur ce chemin d'accompagner. Moi, mon petit frère, quand j'avais 6 ans, je l'ai réclamé à mes parents. Hein. Je faisais des crises pour avoir un petit frère. Je le voyais tel qu'il est arrivé, un petit blond avec des boucles. C'est aussi moi qui ai fortement influencé son prénom. Donc voilà, j'avais quand même un lien assez fort avec lui et quand même une intuition déjà bien développée depuis longtemps. Donc effectivement, mais après... tout ça, effectivement, ça relève quand même de l'ordre de l'inimaginable. Voilà, on peut pas imaginer vivre ça. En fait, c'est pas quelque chose qu'on arrive à prévoir clairement. Donc c'est heureusement, je dirais. Ouais. On ne sait pas en fait tant qu'on ne vit pas en fait on ne sait pas vraiment voilà comment on peut réagir et les ressources qu'on peut avoir dans ces moments-là en fait. Et quand donc tu avais déjà, on va dire, une ouverture à l'inconscient, moi j'appelle ça la conscience subtile, mais voilà, chacun ce vocabulaire, c'est pas grave. Est-ce que ces outils-là,
sur le coup, ils t'ont tout de suite servi ou c'est venu que après? Non, ça m'a tout de suite servi en fait parce que moi je suivais aussi une magnétiseuse que j'ai tout de suite appelée en fait quand j'ai su qu'il y avait l'accident parce qu'on n'a pas tout de suite su qu'il était décédé. Et donc en fait, alors le beau cadeau aussi dans tout ça, c'est que elle lui a fait un soin à distance parce qu'elle a demandé si l'âme était ok de recevoir un soin. Et donc en fait, il a été accompagné d'une certaine façon. Et moi, ça me fait en parler du coup, parce que ça, c'était quelque chose qui, normalement, elle ne fait pas pour les personnes décédées, mais comme là, l'âme était encore, présente. Il était encore sur Terre, on va dire. Voilà, un peu. Donc, du coup, il y a eu aussi ces énergies-là qui l'ont accompagnée quelque part. Donc, ça a fait du bien. Et puis, elle avait écrit tout un texte aussi le lendemain. Je me souviens, on l'avait lu avec mes parents. Et du coup, ça nous avait aussi fait du bien par rapport au fait de savoir. Moi, c'était ça aussi en tant que grande sœur. J'avais envie de m'assurer qu'il puisse être bien là où il devait aller. Et puis, du coup, de prendre aussi soin de mes parents. Donc, c'est vrai que moi, j'étais assez en mode guerrière. Moi, j'ai enclenché un truc assez puissant par rapport à mon travail de deuil. Moi, je l'ai fait qu'au bout d'1 an, en fait, parce que j'ai vraiment voulu tenir pour ma mère, notamment. Oui, ça, tu m'en avais parlé. Et donc, assez rapidement, en fait, le soir même, je me suis tout de suite adressée à mon frère en lui disant « Pars, fais ce que tu as à faire, et puis moi, je gère ». Et du coup, je me suis mis en mode guerrière et je voulais en fait faire en sorte que lui puisse suivre sa route quelque part, même si ça ne se passe pas forcément comme ça, hein, c'est pas aussi simple évidemment. Oui. Mais du coup, voilà, c'était mes intentions premières, mais ça dès le soir même en fait. D'accord, je vais dire, il y a Laurence qui nous fait, ça me fait plaisir de vous voir toutes les deux réunies, Laurence Raymond. Ah, bonjour Laurence, oui. Bonjour Laurence, merci. Alors, qu'est-ce que tu appelles par le mode guerrière? Qu'il fallait tenir pour les autres. Qu'il fallait tenir le... Donc les autres en particulier, tes parents, c'est ça? Oui, et puis pour tous ceux qui potentiellement en avaient besoin. Alors, c'était peut-être aussi une façon de me protéger par rapport à ma propre douleur. Hein. Ça, je l'ai compris un peu plus tard dans mon travail à moi. Mais oui, c'était de pouvoir être... de donner des impulsions positives en fait pour se relever par rapport à ça aussi en fait. Donc, et puis après, mon père avait une phrase assez forte qu'il répétait beaucoup, c'est on a un genou à terre et on mettra pas le deuxième. Donc c'était vraiment aussi pour tenir dans cette démarche là. Alors, tu parles de ça et c'est là que, même si j'ai encore envie de te poser des questions par rapport à ça, tu me dis qu'1 an après, tu as craqué, mais par rapport à mettre le genou à terre, peut-être qu'on en parlera après. C'était 1 an après, du coup. D'accord, que tu as mis le genou à terre. Alors voilà, donc peut-être je vais te laisser en parler parce que du coup, Caroline m'a parlé d'une expérience qu'elle a eue. Et ce qui est vraiment étrange, je vous lirai en fait le texte que moi ce qui m'est arrivé en octobre 2021, donc c'était un peu plus d'1 an après la mort de Louis, où j'ai eu une expérience un petit peu similaire. Donc je te laisse nous parler de ça en fait. Voilà, donc tu as tenu pour les autres. Et alors quand même, j'ai une petite question. Donc en tant que mère, est-ce que c'est tes parents qui t'ont demandé ou c'est toi qui as eu cette impulsion par toi-même? Ah non, c'est moi. D'accord. C'est moi parce que je sais pas, ça s'est fait tout seul en fait. J'ai pas trop cherché à comprendre et c'était naturel. Ça a été ta façon à toi de réagir, on va dire, de dire voilà, moi je vais être debout, je vais être là pour les autres et donc 1 an après quand même il y a eu le. Alors en fait 1 an après j'ai vécu une rupture amoureuse qui a été en fait à ce moment-là je pense que j'étais en train de lâcher par rapport à mon deuil, donc c'était fort pour moi et je vivais cette rupture. Et en fait, je me souviens que je me baladais en forêt un matin d'octobre assez brumeux. Puis j'étais seule et je me suis dit, là maintenant, j'étais vraiment au fond du truc. Je me disais, là, de toute façon, il ne peut plus rien m'arriver. Je touche vraiment le fond, je touche le sol en fait. Et puis, il y avait cette phrase, effectivement, qui se répétait, on a un genou à terre, mais pas le deuxième. Et puis là, je me disais, mais en fait, moi, j'ai mis le genou, le deuxième genou, il est à terre pour moi. Et donc, je me suis, en fait, symboliquement couchée par terre, la face contre la terre. Et je me suis dit, maintenant, ma grande, là, tu peux plus tomber plus bas. Donc, maintenant, tu as 2 choix qui se présentent à toi.
c'est soit tu continues comme ça, puis pour moi, c'était rester dans quelque chose de l'ordre du chaos, hein, parce qu'en plus, à cette période-là, je pleurais énormément, enfin, je nettoyais vraiment au niveau du corps, au niveau des pleurs, enfin, c'était vraiment intense comme période. Hein. Je me disais, soit ça continue comme ça, et puis pour moi, c'était, je vais à la dépression, et puis au final, je finis au cimetière, quoi. Hein. Ouais, l'engrenage. Ou alors, je choisis la vie. Et du coup, en fait, j'ai pris le temps de vraiment me laisser sentir ce qui se passait pour moi quand je me disais ça. Et en fait, j'ai pris le temps de relever aussi symboliquement un genou après l'autre en me disant, ça prendra le temps que ça prendra, mais tu vas y arriver. Et je choisis la vie. Et je crois que je me suis répétée comme un mantra, en fait, je choisis la vie. Et sincèrement, j'ai quand même mis bien entre 3 et 5 ans, hein, facile, à me répéter encore souvent ça. Et dès qu'il y avait une difficulté, de me redire, qu'est-ce que tu choisis? Je choisis la vie. Et du coup, c'est vrai que ce moment, il a été fort dans la symbolique de vraiment prendre le temps de me relever un genou après l'autre et de me relever puis de continuer à marcher, en fait. C'est merveilleux. Enfin, je trouve ça magnifique. Ça m'a beaucoup bouleversée déjà quand on en avait parlé la première fois. Et là que tu le partages aussi, je trouve ça magnifique. Avant de parler de mon expérience, je voulais juste te redemander. J'ai oublié. Ça, c'est moi. C'est la question qui vient et puis qui s'en va. Oui, non, quand tu parles de tous ces pleurs, cette période intense, c'est en fait aussi tout ce que tu avais bloqué au moment de la mort et ce qui n'est pas sorti et en fait qui est sorti plus tard. Oui. Voilà, donc c'est juste ça. C'est moi ce que j'appelle les bombes à retardement. Quand voilà, on tient et puis après, ça explose plus tard et du coup, ça sort. Voilà. Mais c'est OK. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui est bien ou mal. On le vit, chacun a son rythme, chacun a des moments et peut-être que voilà, c'était important pour toi que tu puisses tenir pour les autres avant et puis que tu puisses craquer après. Une petite question à ce moment-là, est-ce que du coup, dans ce moment-là, tu as eu on va dire, du soutien de ton entourage ou ça a été plutôt un travail personnel intérieur? Oui, il y a eu les deux en fait. J'ai eu du soutien, puis en même temps, c'est là où je commençais aussi mon processus de formation avec. J'avais déjà commencé, mais tout ce qui est programmation neurolinguistique, etc. Donc, j'avais aussi vraiment rencontré des gens qui étaient à l'écoute. On va dire la PNL pour les gens il y en a qui connaissent programmation neurolinguistique et d'autres qui connaissent PNL. Donc, c'est juste la même chose. Voilà. Et puis après, j'ai fait un travail thérapeutique aussi, hein, parce qu'à un moment donné, pour moi, c'était essentiel d'être accompagnée aussi dans cette démarche-là. Dans ce choix de vivre, justement. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, alors, parce que ça que ça allait être un travail de longue haleine aussi pour oui, voilà, 26 ans, c'est jeune aussi pour vivre ça. Enfin, voilà, mais alors, du coup, c'est intéressant parce que moi, en octobre, donc Louis il est mort en août 2020. Après, en fait, dans les mois qu'on suivi, j'ai commencé à aller marcher, ce que je ne faisais pas avant. Enfin, je marchais, voilà, je sais pas, une fois par mois ou toutes les 2 semaines comme ça, mais là, j'ai commencé à aller marcher régulièrement. Et puis un jour, en fait, je me suis dit, mais j'avais toujours cette idée, moi, depuis le début, depuis le jour de sa mort, c'était évident que je choisissais de vivre. Voilà, il n'y avait pas de... Et en même temps, je me disais, mais finalement, je marche. Mais si je me couchais... Enfin, de toute façon, c'était simple. Soit je marchais, c'est-à-dire je me levais, j'étais debout, je vivais, soit je me couchais à côté de sa tombe et puis on arrêtait tout, quoi. Enfin, voilà, c'était très facile, hein. Je peux avoir un accident, je pouvais mourir, je peux faire une rechute de cancer, je peux faire... Enfin, voilà, bon, hop, et comme tu dis, ça peut aller très vite. Et donc, j'ai fait tout de suite ce choix de vie et en même temps, un jour, je me suis dit, mais et si je m'allongeais, en fait? Est-ce que je resterais vraiment à terre? Et donc, je vais lire le passage parce que c'est comme ça que je l'ai écrit. Et alors, c'est marrant parce que c'était aussi un mois d'octobre, mais bon, pas 2012, 2021. Je ne suis pas assez courageuse pour m'arrêter. Au contraire, j'ai trop envie de vivre pour ça. J'ai tenté une fois l'expérience. Je me suis mise à terre dans le chemin, couchée face contre terre avec les bras en équerre. Comme quand les rois de France sont sacrés, quand les chevaliers sont adoubés. L'expérience a été très, très puissante. J'ai ressenti toute l'énergie de la terre qui m'a nourrie à ce moment-là. Alors après, bon, je vais un peu sur le sacre, mais j'ai aussi compris pourquoi cela se passait pendant la cérémonie du sacre ou de l'adoubement. Je me suis sentie sacrée par la terre. J'ai reçu la puissance de la terre et je me suis relevée.
Donc, et cette expérience, et de le vivre physiquement, c'est-à-dire, bon, après, voilà, je pense que tu es un peu comme moi, tu es assez libre de dire, ben voilà, je peux m'allonger par terre et c'est pas grave. Voilà, donc ça, déjà, c'est aussi une liberté que peut-être nous, on a aussi avec nos corps et d'oser faire ce genre d'expérience. Mais de le faire physiquement, c'est pas dire, oh, je m'écroule. Non, c'est, OK, voilà, vas-y, je me mets face contre terre et qu'est-ce qui se passe, en fait? Et c'est sûr que j'aurais pu rester là et non, et à un moment, et ce sens d'être, voilà, de recevoir cette énergie. Et une autre fois, j'ai essayé, mais alors là, je m'étais mis sur le dos, puis là, par contre, il y avait le chien, et le chien est arrivé, il m'a léché partout. Et du coup, bon, j'ai dit, OK, c'est la vie, c'est la joie. Mais donc, ça aussi, c'est des choses importantes, enfin, dans ce partage, enfin, cette expérience qui est différente, mais qui a ce point commun, on va dire, d'avoir expérimenté physiquement ce truc de se mettre à terre, vraiment. Ça, c'est important de se permettre aussi des choses comme ça. Et souvent, ben voilà, peut-être qu'il y a des gens qui n'osent pas, mais c'est OK. En fait, on peut tout se permettre. Et puis, je crois que aussi, alors moi, j'ai toujours eu cette liberté avant, mais je crois que quand on vit des choses aussi intenses, euh, on n'a plus peur de s'allonger par terre. Enfin, voilà. On revoit un peu nos priorités dans la vie aussi. Enfin, il y a d'autres choses qui prennent de la place par rapport à... Enfin, il y a un avant et un après, hein, clairement. Ouais, ouais. Et justement, par rapport à ça, ben, voilà, moi, j'ai 59, donc ben, voilà, je peux dire j'ai déjà vécu, entre guillemets, et en même temps, je me sens vraiment comme un nouveau-né. Pour moi, là, j'ai 2 ans et demi. Mais toi, en vivant cette expérience à 26 ans, euh, est-ce que tu dirais que ça t'a apporté plus de maturité, plus de, je dirais pas de sévérité, mais peut-être, comme tu dis, de relativiser un peu les choix. Enfin, quand il y a un truc, une broutille, tu dis, bon, ah, bon, il y a plus grave que ça. Enfin, est-ce que, Ouais, comment je tu pense que vois ça? c'est plus ça, c'est plus de relativité, effectivement. Euh, Même à un moment donné, je m'observais, puis j'avais l'impression de devenir, pas insensible, mais de me dire, comme si le pire était déjà arrivé, en fait, qu'est-ce qui pourrait arriver de plus, quoi. Il y avait un peu un aspect comme ça que j'apprivoisais aussi au départ. Et clairement, alors je me souviens, je regardais un documentaire avec le prince William qui parlait d'avoir perdu sa mère et puis il disait quelque chose qui m'avait interpellée. Il disait on fait tous partie d'un club dans lequel on n'a pas choisi d'être quand on a perdu quelqu'un. Et en un seul regard, on peut comprendre si on a déjà vécu et si on fait partie de ce club, justement. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que nos vies changent, en fait. On a été poussé dans nos retranchements les plus intimes, j'ai envie de dire. Et du coup, il y a des ressources qu'on a contactées, des capacités aussi de notre être qu'on a découvert parce qu'on se découvre aussi quelquefois des capacités de faire face à certaines choses où on ne penserait pas forcément qu'on les a et qu'on peut les déployer. Et du coup, je trouvais ça assez intéressant, cette phrase-là. Et en même temps, je crois que je ne me souviens plus de ta question. Non, mais c'était, qu'est-ce Ah oui, que c'est ça, finalement, le fait de vivre ça à 26 ans, je dirais peut-être dans quel sens ça t'a orienté ou inspiré, justement parce que toi, tu m'as aussi parlé que tu avais eu après des contacts avec lui. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui t'a ouverte encore plus, même si tu avais déjà de l'ouverture, ça t'a ouverte encore plus à, alors toi, ce que tu appelles l'inconscient, l'au-delà, et aussi peut-être, alors, pas vraiment devenir insensible, mais avoir vraiment du recul par rapport aux petits soucis de la vie, entre guillemets, et te dire, mais voilà, voilà, donc peut-être de la maturité ou peut-être plus de conscience, en fait, dans ta vie. Oui, d'apprécier effectivement la vie plus aussi dans la simplicité, plus dans l'authenticité, encore plus qu'avant, je dirais. Puis moi aussi, j'ai l'impression de vraiment avoir appris aussi à être plus vivante, en fait. Ouais. Puisque j'ai fait tout un travail. Alors, c'est vrai que c'était l'époque où j'avais pas mal de copines qui se mariaient, qui faisaient des enfants. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose où là, je suis peut-être un peu en décalage par rapport à mes copines. Mais après, effectivement, ça m'a apporté de pouvoir vraiment mieux me connaître et vraiment être aussi plus en accord avec la personne que j'ai envie d'être, en fait, tout simplement. Ouais.
Et donc, vraiment, ouais, une énergie de vie qui s'est vraiment déployée aussi beaucoup plus. Je veux dire, je me sens mieux aujourd'hui dans mes baskets qu'à l'époque, clairement, donc, et beaucoup plus vivante surtout. Ouais. Avant, je me posais déjà pas mal de questions sur qu'est-ce que je faisais là, à quoi ça servait d'être là. Et puis, et je pense qu'effectivement, dans mon histoire, mon petit frère était important pour ça aussi, parce que d'un seul coup, j'étais plus la seule enfant, et puis on était deux, quoi. C'était un peu un binôme qui était important. Et le fait, effectivement, qu'ils partent comme ça brutalement, ça a été très déstabilisant pour moi. Et du coup, j'ai dû réapprendre aussi à revenir à moi, en fait, et rien qu'à moi, finalement. Donc ça aussi, ça a permis, ça a été un chemin qui a été aussi difficile, clairement, mais qui, effectivement, a permis aussi des belles choses. Et quel est devenu ce binôme maintenant? Est-ce que tu as régulièrement des communications avec lui, ou c'est plutôt de temps en temps, ou... Non, alors non, j'en ai plus trop, dans le sens où je vais peut-être plutôt avoir des petits signes ou des choses comme ça, des petits clins d'œil. Mais je crois qu'aujourd'hui, alors autant c'était super important au début, les premières années, puis je le sentais vraiment proche, autant là, je sens qu'il a d'autres choses à faire, et que moi aussi, finalement. Et que du coup, c'est OK comme ça que chacun vive ce qu'il a à vivre de son côté, en fait. Aujourd'hui, ça me va bien, ça. Ouais. Mais après, tu avais fait tout un travail aussi pour vraiment bien que chacun soit à notre juste place, à sa juste place. Détacher, laisser l'autre vivre en fait sa vie, qu'elle soit sur Terre ou ailleurs, quoi, en fait. C'est ça, absolument. Donc voilà, mais après, il y a toujours une pensée. Enfin, je crois que j'arrive pas en fait à me souvenir d'un jour où j'y pense pas quelque part. Ouais. Ça, c'est intéressant là, ce que tu dis, parce que tu n'es pas la première personne que j'interviewe qui me dit ça. Aussi bien des mamans qui ont eu leur enfant nouveau-né décédé, aussi bien d'autres frères et sœurs comme ça. En fait, il n'y a pas un jour où ça ne vient pas à l'esprit d'une manière ou d'une autre. C'est tout le temps présent, quoi. Ouais, absolument. Ouais. J'avais une autre question, mais comme je ne l'ai pas notée, voilà, ça c'est moi. J'ai encore des progrès à faire en interview. Je regardais s'il y avait des questions ou pas. Si vous nous regardez, il y a les devis qui disent c'est géant. Je ne sais pas qu'est-ce qui est géant, mais voilà. En tout cas, tu as réussi, enfin moi ce que je trouve admirable, parce que moi je me dis, ben voilà, moi c'est en tant que mère, quelque part je suis plus âgée, mais bon c'est pareil, il y a continué, il y a aussi mes autres enfants. Oui, si, quand tu as parlé de tes copines là, 26 ans, voilà, qui commençaient à avoir des enfants, etc., comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es sentie un peu... est-ce que ça a changé les relations, l'amitié, ou est-ce que c'était un petit peu... délicat ou bon après non, alors ce qui était aussi je sais pas quel est le mot, mais intéressant peut-être de découvrir, c'est qu'il y a aussi des personnes qui sont revenues vers moi alors que je n'aurais pas pensé, mais qui étaient présentes. Après, c'est vrai que quelquefois, on peut faire face aussi aux maladresses des personnes. Je sais que assez rapidement après l'accident, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé si j'aurais pas préféré que ce soit mon père. Enfin, des fois, il y a des petites choses comme ça où les gens se posent des questions. Puis on me posait aussi souvent la question de savoir si j'étais la seule... si on était plusieurs frères et sœurs ou autres, comme si ça paraissait peut-être plus facilement gérable d'être à plusieurs pour se soutenir entre frères et sœurs. Donc c'est vrai que quelquefois il y avait des maladresses comme ça, mais bon après avec le recul, voilà, c'est aussi la spontanéité des gens puis qui apprenaient la nouvelle, qui étaient voilà aussi sous le choc à leur façon. Mais après non, alors j'ai une amie, en fait, c'était vraiment chouette. En fait, pendant toutes les dates de l'accident, elle me faisait une petite lettre. Et puis, à un moment donné, je me disais, peut-être que là, ça va s'arrêter. Puis, en même temps, je l'attendais. Puis, ça me faisait super plaisir. Et puis là, en fait, arrivé aux 10 ans, elle m'a dit, voilà, j'avais prévu de te le faire pendant 10 ans. Et du coup, voilà, c'était vraiment aussi une belle marque d'amitié par rapport à ça, puisque c'était aussi un soutien. Non, après, je pense qu'elles étaient toutes présentes à leur façon
Et voilà, elles m'ont soutenue à leur façon. C'est magnifique ça, les petites fêtes pendant les 10 ans, je trouve ça super chouette. Il y a, oui, Ludovic qui nous dit, ce qui est géant, c'est de se rendre libre et de rendre l'autre libre, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, merci. Et ouais, ça c'est magnifique et c'est vrai que ben voilà, c'est aussi pour ça que j'aime avoir ces interviews, ces conversations, pas seulement pour les personnes justement en deuil, mais peut-être parfois pour les autres, l'entourage qui ne savent pas forcément comment nous aborder. Mais bon, peut-être voilà, ça fera lieu un autre jour, mais en écoutant ce qui peut se passer pour nous, c'est savoir aussi que ça peut être très irrationnel, qu'effectivement tu peux voilà, tenir pendant 1 an et avoir l'air d'aller plutôt bien, entre guillemets, et puis t'écrouler plus tard. Donc, il n'y a pas de schéma, en fait, ça va être propre à chacun et différent. Et puis, il peut y avoir des périodes, il peut y avoir des choses comme ça. Mais en tout cas, la petite lettre, l'attention est délicate. Franchement, magnifique. Ouais. Et donc, pardon, vas-y. De pleurer à chaque fois. Ah, ben ouais. Tout à l'heure, je t'ai demandé, en fait, quel serait le message, avec tout ce que tu as dit, il y a déjà plein de choses que tu as fait passer. Mais quand je t'ai posé la question, le message s'il y avait une chose que tu voulais que les gens retiennent, est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit tout à l'heure ou tu veux que je te le redise? Oui, je me souviens. Que oui, même au travers de ce qui peut paraître être le pire, puisque quand ça nous tombe dessus, ça devient notre pire, entre guillemets, de ce qu'on peut se dire qu'on a à vivre, c'est que finalement, on peut justement reconnecter à plus de vie. Et d'aller vers la vraie vie au sens où on va à l'essentiel en fait. Et effectivement, il y a des choses où on n'a plus envie de perdre du temps avec. Et je sais que moi, j'ai un enthousiasme débordant de faire plein de choses, de vivre, et que quelquefois, je suis très impatiente. Et donc, voilà. Mais je pense que c'est aussi par rapport à ça, parce que pendant 26 ans, des fois, j'ai l'impression, quand je m'observe, d'avoir été un peu... plutôt observatrice en me disant qu'est-ce que je fais là, et puis d'être pas vraiment vivante en fait, d'être là sans être là. Enfin, je sais pas, c'était un peu bizarre quand j'y repense. Et là maintenant, je me sens pleinement présente et pleinement vivante, et du coup, j'ai cette envie, j'ai cette soif de pouvoir justement vivre pleinement cette vie en fait, tout simplement. Alors, je vais être un peu, voilà, peut-être ça peut choquer ou pas, mais je crois que tu peux l'entendre. Et c'est drôle parce que dans ce que tu dis là, c'est comme si quelque part la mort de ton frère avait déclenché ta vie, ou avait déclenché une permission de vivre ou une ouverture à la vie. Oui, c'est à un certain niveau, c'est ça en fait. J'ai pris une grosse claque et j'ai dû me bouger en fait. Et c'est là où ce choix il a été important en fait, dans le qu'est-ce que tu choisis en fait. Tu as deux chemins qui se posent à toi, qu'est-ce que tu veux. Mais comme dit, ça a été un chemin très difficile aussi, clairement. Je veux dire, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup été accompagnée, j'ai beaucoup pleuré. Ça a été difficile. Oui, tu as tout sorti, quoi. C'est ça. Mais j'ai vraiment pris le temps pour être bien aussi avec moi-même. Et puis, j'ai rencontré des personnes aussi très importantes sur mon chemin qui ont permis ça, en fait. Oui, tu as su t'entourer en fait aussi voilà, tu as été travailler la chose et tu n'es pas restée victime en fait. C'est ça. Et puis du coup, j'ai attiré effectivement aussi des personnes qui étaient des belles surprises que voilà, j'avais pas forcément consciemment demandé ou quoi. Ça s'est fait aussi de manière assez naturelle, quoi. Un petit mot de la fin. Enfin, voilà. Un petit mot de la fin. Après, voilà, je te dirais juste de demander, juste avant que tu dises le mot de la fin, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Sur Facebook, sur Instagram? Les deux, ouais. Alors, c'est Caroline Ebel sur Facebook. Voilà. Et puis, Ebel Caroline Coach. Oh là là, je connais même pas. Sur Instagram. Ouais, sur Instagram. Voilà, de toute façon, je mettrai les références sous la vidéo, donc les gens pourront te retrouver. Et s'ils ont envie de te poser d'autres questions, donc tu voulais dire un mot de la fin. Et attends, un mot de la fin, tu choisis en même temps, tu choisis l'intensité. C'est-à-dire, oui, tu plonges dans cette intensité, tu acceptes de pleurer, tu acceptes parce que tout ce que tu as refoulé, quelque part, ça va sortir à un moment. Alors, j'ai appris à pleurer.
J'ai appris à pleurer parce que moi, j'étais du genre, je ne pleure pas. Hein, voilà. Et puis, j'ai été aussi un peu éduquée. Là, c'est le côté un peu comme les garçons. Hein, on ne pleure pas, c'est pas, ça ne se montre pas trop. Et j'ai appris du coup à pleurer. J'ai appris à accompagner mes sanglots avec la respiration et à vraiment laisser pleurer vraiment, en fait, d'aller au bout des pleurs. C'était ça un peu. Ouais. Et moi, ce que j'avais envie de dire, c'est merci de pouvoir partager ce genre de sujet parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup comme ça de moi-même dans mes publications ou autres. Enfin, je le fais plus effectivement sur des temps avec des dates précises, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je partage plus après aussi des fois dans des groupes avec des clientes, mais en privé et moins en public. Et je trouve ça bien de pouvoir en parler. Parce que c'est vrai que c'est encore, ça reste tabou hein, dans notre société, la mort. On a du mal à accompagner les gens aussi en fin de vie. On ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop non plus comment réagir, parce qu'il y a tout plein de processus aussi par rapport à ça qui sont très intéressants. Et puis tout plein de rituels aussi que nos ancêtres savaient très bien faire pour honorer les morts et les accompagner justement dans cet entre-deux. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai que voilà, voir une personne décédée, etc., ça reste quelque chose qui peut déranger, qu'on ne sait pas vraiment quoi faire. Après, ça dépend des régions aussi, évidemment. Donc, du coup, je trouve ça bien de pouvoir en parler et de montrer qu'il y a des choses qui sont à faire et qu'on reste des humains, en fait, hein, avec toute cette complexité et que le regard de l'autre est aidant, la présence est aidante, le toucher est aidant aussi. Enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là qui font que ça peut rendre les choses plus fluides, je dirais, pas forcément faciles, mais plus fluides. Plus paisibles, et pour les peut-être, plus sereines. qui partent et pour nous qui restons, ouais. Bon, ça va, le mot de la fin, je crois que si je te laisse, on est encore là à minuit. Ouais, quand je suis lancée, hein, Non, mais le sujet est large, le sujet est vaste. Merci d'avoir été là, Caroline. Et merci parce que ce matin, en fait, tu as fait un tirage de cartes sur ton groupe. Et oui, donc comment s'appelle ton groupe? Âme éveillée by Caroline Ebel. Âme éveillée by Caroline Ebel. Bon, de toute façon, je remettrai voilà, tous les liens. Donc, dans le groupe ce matin, Caroline a fait un tirage en direct et en fait, elle est tombée sur la carte authenticité. Et là, vraiment, je te remercie infiniment pour ton authenticité parce que voilà, ça peut être un sujet parfois qui peut aussi réveiller les émotions, de savoir aussi qu'on en parle en public. Donc, merci. Merci à vous qui nous avez écoutés en direct. Merci à vous qui nous écouterez en différé. Au plaisir. Alors, je vais arrêter. Je vais faire la petite truc technique pour arrêter. Et puis, je vous dis à bientôt. Donc, vous pourrez retrouver cette interview sur Facebook et